Charles Lucky Luciano était le père du crime organisé moderne. Un proxénète, un racketteur et un meurtrier. En 1936, il a été condamné à 50 ans de prison. C'est là qu'il était censé mourir. Mais, au lieu de cela, il n'y a passé que 10 ans et est mort homme libre en Italie. Derrière ce remarquable renversement de fortune se cache l'une des collaborations les plus improbables de la Seconde Guerre mondiale entre l'armée américaine et le mafieux condamné. Pendant des années, le rôle de la mafia dans la Seconde Guerre mondiale a été étouffé, rejeté comme du folklore. Mais ce film révèle de nouvelles preuves surprenantes qui démontrent sans aucun doute que le gouvernement américain et la mafia ont travaillé ensemble pour aider à gagner la guerre. Il existe des archives et des documents qui montrent qu'il est un fait que Luciano a conclu un accord secret avec le gouvernement des États-Unis. Cette relation secrète entre le gouvernement des États-Unis et la mafia a duré de la bataille de l'Atlantique jusqu'à l'invasion alliée de l'Italie. À la fin, chacun obtiendrait ce qu'il voulait. Les États-Unis obtiendraient la victoire et Luciano et la mafia obtiendraient le pouvoir. En 1907, l'un des héros de guerre les plus improbables de l'Amérique est arrivé à New York. Luciano était un immigrant italien destiné à devenir le boss des boss de la mafia. Dès le début, Luciano se distinguait des autres enfants. Il voulait plus de la vie. Il savait qu'il ne pourrait jamais se contenter de cette vie normale. Et dès l'adolescence, il était impliqué dans toutes sortes d'escroqueries. Dans les taudis du Lower East Side de New York, Luciano s'est rapidement fait une réputation de bagarreur de rue et de petit voleur. Et il a commencé à établir des contacts utiles. Luciano gagnait de l'argent en battant des enfants allant à l'école. Un jour, il a vu un garçon particulièrement petit et lui a demandé de l'argent. Mais il avait choisi le mauvais garçon. C'était le jeune Meyer Lansky. Un juif polonais, Meyer Lansky était aussi dur que Luciano lui-même. Lansky n'allait pas se laisser intimider par Luciano et lui a dit d'aller se faire voir. Luciano lui-même a rappelé plus tard cette rencontre. J'étais plus grand d'une tête que ce nabo, mais il me regardait sans cligner des yeux, avec rien d'autre que du courage sur son visage. Eh bien, j'ai commencé à rire. Je lui ai tapoté l'épaule et j'ai dit « Ok, tu as ta protection gratuitement. » Il s'est simplement éloigné en criant « Fourre ta protection dans ton cul. Je n'en ai pas besoin. » Croyez-moi, j'ai découvert qu'il n'en avait vraiment pas besoin. C'était le début d'un des partenariats les plus lucratifs dans le crime organisé de New York. En 1920, le Congrès américain a interdit la consommation d'alcool et a entrepris de l'éliminer. La prohibition a commencé, mais elle a eu l'effet inverse de celui escompté. Poussé dans la clandestinité, le marché noir de l'alcool a alimenté tout un monde souterrain de bars illégaux, de boîtes de nuit et de clubs de striptease. C'était l'occasion idéale pour un jeune homme ambitieux cherchant à se faire un nom. Luciano a commencé à connaître le succès. Malgré des arrestations pour vol et trafic de drogue, il a fini par contrôler 5000 prostituées. En 1929, il était soupçonné de plusieurs meurtres. Luciano a eu tellement de succès qu'il a attiré l'attention d'une organisation particulière qui prospérait dans le milieu. Luciano était le genre d'homme à réussir dans cette organisation. Comme tous les bons mafieux, il ne manquait pas de charme. Son ancien avocat, Moses Polakov, s'en souvient. Lucky était un gars sympa. Les vieux se comportaient bien à l'époque. Il n'était pas comme la mafia d'aujourd'hui. Si Lucky marchait dans la rue et vous bousculait, il n'aurait aucun problème à vous présenter ses excuses. Malgré toutes les bonnes manières de Luciano, il s'éleva rapidement dans les rangs de la mafia, allant même jusqu'à éliminer Joe Masseria, son propre patron pour progresser. En 1932, cet immigrant italien était devenu le parrain des parrains de la mafia. Il dominait complètement le trafic de drogue, la prostitution, les jeux d'argent et les extorsions à New York. À ce stade, il s'était déjà fait un nom en survivant à une tentative d'assassinat, ce qui lui valut le surnom de Lucky, le chanceux. En 1934, le maire de New York était Fiorello LaGuardia. Il désigna Luciano comme l'ennemi public numéro 1. En tant que véritable parrain de la mafia, Luciano avait le style de vie qui accompagnait son rôle.
Il portait des costumes rayés sur mesure de Londres et des chemises en soie importées d'Italie. Et pour sa propre protection, il vivait sous un nom d'emprunt dans une suite de luxe à l'hôtel Waldorf Astoria. Puis, en 1936, la chance de Luciano tourna. Malgré un avertissement de son ami et désormais collègue de la mafia, Meyer Lansky, Luciano ne put résister à l'appel de la gloire. Luciano commençait à fréquenter des personnes importantes et influentes de la haute société à New York, et il sortait avec des stars de cinéma. Il devenait donc une figure très médiatisée, exactement la figure que Lansky lui avait dit de ne pas devenir. C'était là l'erreur de Luciano. Il avait attiré l'attention d'un adversaire dangereux, un homme dont l'ambition égalait la sienne. We have made a real start on cleaning the gangsters out of New York. In 2 years, we have shown that our people can be protected, that they can be delivered from the grip of the mob. Le procureur spécial de New York, Thomas Dewey, était déterminé à débarrasser la ville de la mafia et à écraser ses criminels. Here is not and never has been above the law. The real problem is to remove the influence of the racketeer from politics. Dewey attendait que Luciano commette une erreur. Et en 1936, cela arriva. Dewey avait entendu dire que Luciano était impliqué dans le commerce du sexe, dirigeant essentiellement les réseaux de prostitution à New York. Et certaines des filles de Luciano ont été persuadées de témoigner contre lui. Enfin, Dewey avait ce dont il avait besoin. Le 11 mai 1936, l'homme qu'ils appelaient Lucky fut mené menottes au poignet à la Cour suprême de l'État à Manhattan. Lors d'un procès de 4 semaines, il fut reconnu coupable d'extorsion et de racket. Il fut condamné à 50 ans dans une prison de l'État de New York. Connu des membres de gangs sous le nom de Petite Sibérie en raison de ses conditions difficiles. Les gens pensent que la mafia peut bien vivre en prison parce qu'ils ont tellement de pouvoir et d'argent. Mais en réalité, Luciano avait une vie très humble là-bas. Il disait que ça puait, qu'il faisait froid, et il était une figure très misérable. Luciano semblait être fini, enfermé et isolé. Aucun pot de vin ou menace ne pouvait le sauver. Il pensait qu'il allait y passer le reste de sa vie. Puis, vint une opportunité de salut improbable. 7 décembre 1941. Le Japon lança une attaque surprise sur la marine américaine à Pearl Harbor. Et les États-Unis furent plongés dans la guerre. La gigantesque puissance industrielle du pays fut mobilisée. Des millions de soldats furent conscrits et entraînés pour combattre les Japonais d'un côté et les nazis de l'autre. Plus près de chez eux, l'Amérique rejoignit la bataille de l'Atlantique. Ce fut la campagne la plus longue de la guerre. Il s'agissait de la lutte pour maintenir la Grande-Bretagne approvisionnée. Elle devait importer plus d'1 million de tonnes de marchandises chaque semaine. Cela se faisait par des convois de navires marchands traversant l'Atlantique en succession quasi interminable. Cruciaux à tout cela étaient les quais de New York. S'étendant sur 129 km² de hangars et de quais, ces docks étaient la porte d'entrée de l'Atlantique et de l'Europe. Mais dès que les États-Unis entrèrent en guerre, les navires quittant et entrant à New York furent attaqués. Les États-Unis avaient rencontré un ennemi redoutable. Les sous-marins allemands coulèrent environ 80 navires par mois. 2,5 millions de tonnes de navires furent perdus en 6 mois. The United States Navy is today fighting in the greatest war in United States history, and fighting it with all the strength of its guns, planes, ships, and men. The task ahead is tremendous, and it's hardly yet begun. Incapables d'arrêter la destruction, les officiers du renseignement naval étaient convaincus d'une chose. Des espions allemands avaient infiltré les docks. Il fallait traquer ces espions. Le problème était que les docks étaient interdits d'accès. Ils étaient le territoire de la mafia, contrôlé par des hommes travaillant pour le chef des chefs, Lucky Luciano. Même depuis la prison, Luciano maintenait un contrôle total. Les docks fonctionnaient comme une communauté fermée, quasiment impossible à pénétrer pour les agents américains de l'extérieur. Les tentatives des agents de la marine pour recueillir des informations n'avaient guère progressé, comme Meyer Lansky l'a rappelé dans ses mémoires. Putain, tous les connards à New York se foutaient de la gueule de ces abrutis d'agents qui se baladaient sur les quais comme des cons. Ces bouffons accostaient les mecs qui bossaient là, et ils causaient comme des trous du cul du coin de leur grande gueule comme dans les films de merde. Ils posaient leurs questions à la con sur les espions, pensant être malins. Quelle bande de blaireaux! Les agents du renseignement naval se heurtaient à un mur. Personne dans les docks ne dirait quoi que ce soit sans l'approbation de Luciano. Depuis la prison,
Il avait repéré une opportunité de conclure un marché. Il savait que le gouvernement américain avait besoin de lui. Il leur suffirait simplement d'être convaincus de l'ampleur de cette nécessité. Puis, le 9 février 1942, quelque chose se produisit qui allait exactement dans ce sens. Amarré au quai 88 des docks de New York, se trouvait le Normandie, un luxueux paquebot français. Il avait été le favori des stars de cinéma et des célébrités. Le Normandie était à la fois rapide et puissant. Lorsque les Français capitulèrent, il fut rapidement réquisitionné par l'armée américaine, qui le transforma en transporteur de troupes. Puis, un après-midi, le désastre frappa. Le Normandie s'enflamma, et les véhicules d'urgence se précipitèrent sur les lieux. C'était le plus grand rassemblement de services d'urgence sur le sol américain depuis le début de la guerre. Pendant 6 heures, le Normandie brûla dans les premières heures du matin. Il chavira, coulé sous le poids de l'eau qui avait été pompée sur ses ponts. À la suite du désastre, les enquêtes commencèrent. Était-ce l'œuvre de saboteurs allemands? Certains des dockers italo-américains étaient-ils sympathisants fascistes? Le FBI poursuivait des espions opérant aux États-Unis depuis les années 1930. Leur lutte contre les agents allemands et fascistes était bien médiatisée. L'Amérique était de plus en plus obsédée par cet ennemi intérieur. Il n'était donc pas surprenant que ces derniers soient les principaux suspects dans l'affaire de l'incendie du Normandie. Cependant, l'événement resta entouré de mystère jusqu'à ce que Lucky Luciano fasse une déclaration sensationnelle. Il déclara que ces hommes étaient responsables de l'incendie du Normandie. Selon lui, c'était l'œuvre de son homme de main, Albert Anastasia. Dans un livre censé être basé sur ses confessions directes, Luciano expliqua: Albert pensait que si quelque chose arrivait au Normandie, cela ferait paniquer tout le monde. C'était une excellente idée, alors j'ai envoyé un message à Albert pour qu'il s'en occupe. Quelques jours plus tard, j'ai entendu à la radio que le Normandie était en feu, et il ne semblait pas qu'il puisse la sauver. Bon sang, Albert, t'as vraiment fait du bon travail. La version de Luciano n'était pas la même que celle des événements officiels. Dans leur enquête sur l'incident, le gouvernement américain était parvenu à une conclusion différente. Le Normandie était un malheureux accident causé par l'incompétence civile. Il fut décidé que l'incendie avait été déclenché par des étincelles échappées du chalumeau d'un ouvrier. L'affaire était supposément close. Quelle que soit la vérité derrière l'événement, le désastre du Normandie allait s'avérer être le début de l'une des relations les plus particulières de la Seconde Guerre mondiale. Quiconque l'avait fait, l'incendie du Normandie avait certainement effrayé la marine. Cela alimenta la peur que leurs navires soient des cibles de sabotage. Le lieutenant-commandant Charles Laffenden était chef du renseignement naval à New York. La tâche principale de son unité était de s'assurer qu'il n'y ait plus d'incidents comme celui du Normandie. L'incendie du Normandie fut un véritable catalyseur pour le renseignement naval des États-Unis, les poussant à prendre au sérieux la gestion des gangsters. Et le commandant Laffenden, en particulier, disait qu'il serait heureux de parler au diable s'il le fallait pour s'occuper des docks de New York. Laffenden lança l'une des missions les plus secrètes de la guerre. Une opération appelée Underworld, qui verrait l'élite américaine se tourner vers la mafia pour obtenir de l'aide. Le premier point de contact de Laffenden fut Thomas Dewey. Dewey avait passé sa carrière à combattre les gangsters et savait comment les trouver. D'abord, il prit contact avec Joseph Sox Lanzer, l'homme de Luciano sur le terrain au dock. Il était le chef de la mafia au Fulton Fish Market, où il dirigeait une entreprise lucrative. Moses Polikov se souvient de l'influence que Sox Lanzer exerçait. Sox était un homme impitoyable, un seigneur sans pitié des marchés aux poissons du Lower East Side. Son emprise était totale. Nul ne pouvait espérer vendre le moindre poisson sans son consentement. Il régnait par l'intimidation et le chantage, extorquant des paiements pour une prétendue protection, ou pire encore. Telle était la nature impitoyable de Sox. Les responsables américains rencontrèrent Lanzer en secret et conclurent un accord. Lanzer accepta que ses pêcheurs restent vigilants autour des docks. Mais il avait une mauvaise nouvelle. Sox Lanzer dit en substance: « Je peux faire de mon mieux, mais en fin de compte, la personne qui commande le plus de respect sur les docks n'est pas moi, mais Charles Luciano. » Il n'y avait pas d'autre solution. Pour obtenir ce dont ils avaient besoin, le renseignement américain devait traiter avec l'ennemi public numéro 1, qui purgeait sa 6e année de prison. Luciano était prêt à les recevoir. Il revendiquerait plus tard: « Laffenden, ce pauvre con, n'en savait foutrement rien de ce qui se passait, sauf qu'il était là, la bouche ouverte,
priant comme un abruti pour que je dise oui, et que je sauve tout son putain de département. Tim Newark a trouvé des preuves claires du besoin de collaboration de Haffenden dans une déclaration faite par Meyer Lansky. Lansky a été interrogé pour le rapport officiel Erlands, une enquête d'après-guerre sur la relation entre l'armée américaine et la mafia. Il dit qu'ils étaient principalement préoccupés par le transport maritime et les Italiens travaillant sur les quais, et qu'on estimait très souhaitable d'impliquer des Italiens éminents. C'est pour cette raison que le nom de Charles Luciano a été mentionné. La question était, qui pourrait gagner la confiance de Luciano? Il y avait un contact qui pourrait s'avérer utile. L'ancien ami de Luciano, Meyer Lansky. Lansky était fier d'être juif et détestait les nazis. Il s'était ouvertement opposé à la Bund, une organisation antisémite pro-nazi dont les rassemblements imitaient ceux organisés en Allemagne hitlérienne. Lansky se souvenait comment, à la demande secrète de son rabbin, lui et ses hommes de main avaient fait des descentes lors des rassemblements du Bund. La scène était décorée d'une putain de svastika et d'une photo de Hitler. Les orateurs ont commencé à délirer. On n'était que 15, mais on n'a pas attendu. On a balancé certains de ces enfoirés par les fenêtres. La plupart des nazis ont paniqué et se sont cassés. On les a pourchassés et on les a défoncés. On voulait leur montrer que les juifs ne resteraient pas passifs à bouffer des insultes comme ça. Meyer Lansky, en tant que mafieux, était une personne avec laquelle une nation en guerre contre les nazis pouvait faire affaire. Lansky accepta de voir ce qu'il pouvait faire pour aider. En mai 1942, un groupe de mafieux, avocats et agents de renseignement se dirigea vers la prison de Dannemora. Moses Polikov était présent en tant qu'avocat de Luciano. Nous sommes entrés et Lucky a dit « Qu'est-ce que vous foutez ici, les gars ?» Il était vraiment surpris. Polikov n'a jamais complètement divulgué les détails de cette réunion, mais Luciano a pris une décision. Nous lui avons expliqué le but de notre mission et il a dit « Ouais, je vais aider. » Avec la bénédiction de Luciano, le mot a circulé selon lequel la mafia voulait que les dockers se mobilisent pour soutenir l'effort de guerre. À ce moment-là, Lucky Luciano avait été transféré de Little Siberia à la prison de Great Meadow, l'une des institutions les plus détendues du système pénitentiaire américain. Depuis que la mafia avait promis son aide au gouvernement américain, il n'y eut plus d'incidents sur les quais et aucune grève des travailleurs. Les docks fonctionnèrent sans heurts pendant toute la durée de la guerre. Le renseignement naval des États-Unis s'était désormais engagé à collaborer avec l'ennemi public numéro 1. La collaboration entre le crime organisé et les autorités s'étendait au-delà de New York. Les Alliés gagnaient du terrain en Afrique du Nord, repoussant les forces de l'Axe. Le général Montgomery progressait vers l'Est, tandis qu'Eisenhower menait une offensive à l'Ouest, acculant Rommel. Suite à d'intenses combats, les troupes allemandes et italiennes furent contraintes de quitter l'Afrique du Nord. Cette victoire cruciale amena Churchill, ainsi que les généraux Marshall et Eisenhower, à envisager sérieusement une invasion du continent européen. La première étape de ce plan serait d'attaquer l'île de la Sicile. Une opportunité se présentait pour Luciano. Lucky Luciano était né en Sicile. C'était aussi le berceau de la mafia. Connu sous le nom de la tradition, le code de conduite de la mafia avait émergé comme un moyen pour les Siciliens de se protéger contre l'exploitation étrangère. Et les Siciliens comptaient sur eux-mêmes non seulement pour la sécurité, mais aussi pour la justice. Si un crime était commis contre vous, il appartenait à vous et à votre famille d'organiser la rétribution. Luciano avait toujours gardé un grand amour pour son pays d'origine et avait de nombreux contacts dans la mafia là-bas. Mais, dans les années 1920, la mafia sicilienne avait acquis un ennemi redoutable. Le dictateur fasciste Benito Mussolini. Mussolini s'était fait un nom en prenant la loi et l'ordre. Il était déterminé à réprimer les grévistes, les communistes et les criminels. De 1927 à 1929, 16 grands procès eurent lieu et des centaines de membres de la mafia furent emprisonnés. Au milieu des années 1930, la mafia avait été contrainte de se cacher en Sicile. Et Luciano, assis dans la prison de Great Meadow, n'aimait pas cette situation. Il était déterminé à ce que la mafia prospère à nouveau dans la patrie. L'invasion alliée prévue en Sicile était remplie de dangers.
Grâce à une stratégie de tromperie réussie, les Alliés avaient convaincu Hitler que l'invasion aurait lieu en Grèce ou en Sardaigne, pas en Sicile. Mais les troupes de l'Axe stationnées dans ces pays seraient rapidement redéployées une fois le véritable plan connu. La seule façon de faire débarquer rapidement les troupes alliées en Sicile était par des débarquements amphibies. Cela les laisserait vulnérables lors de la transition de la mer à la terre. Pour que l'invasion réussisse, les Alliés avaient absolument besoin de renseignements et d'agents sur le terrain. Une fois de plus, il n'y avait qu'un seul endroit où se tourner. Le commandant Affenden fit une fois de plus appel à ses contacts dans le milieu criminel. Il recherchait des informations sur la Sicile auprès d'Italo-Américains et recruta Meyer Lansky pour l'aider. Lansky fit venir ses contacts siciliens, à qui l'on demandait de commenter une grande carte de l'île que Affenden plaçait devant eux. Certains résistèrent, mais pas longtemps. Il semble que le chef des chefs était à nouveau impliqué. Luciano avait sollicité l'aide de Joe Adonis, un homme à poigne, dont le rôle était d'encourager les gens à partager des informations, comme l'explique Meyer Lansky dans ses mémoires. Parfois, certains de ces Siciliens étaient carrément flippés. Joe lâchait juste le nom de Lucky Luciano et disait qu'il leur avait ordonné de parler. Si les Siciliens hésitaient encore, Joe virait son sourire et balançait. « Lucky va vraiment péter un câble en apprenant que vous avez été des putains de bons à rien. » Alors que les préparatifs finaux de l'opération Husky étaient en cours, Luciano fit une tentative extraordinaire pour s'impliquer encore davantage dans l'effort de guerre américain. Il demanda à Meyer Lansky de proposer une idée. Lucky a eu une idée que j'ai trouvée sacrément audacieuse. Il voulait se joindre à l'armée d'invasion. Il pensait que sa gueule garantirait la coopération des Siciliens. Il a dit qu'il était prêt à se faire larguer en parachute sur l'île. La raison que le mafieux était si favorable ne deviendrait claire qu'après la guerre. Armés des renseignements obtenus par la mafia, les États-Unis étaient prêts pour l'invasion. Le 9 juillet 1943, l'opération Husky commença. Alors que les Britanniques et les Canadiens avançaient, leur progression sur la côte y rencontrait une forte résistance. Chaque ville devait être prise d'assaut. Il semblait que cela allait être une campagne longue et difficile. En revanche, la 7e armée américaine sous le général Patton semblait avoir la tâche facile. Le lieutenant américain Paul Alfieri faisait partie des premières équipes de renseignement à arriver au port de la Carta sur l'île. À son arrivée, il fut immédiatement accueilli par un Sicilien extrêmement serviable. Le jeune homme montra à Alfieri la cachette secrète du commandement naval italien dans une villa de vacances en bord de mer, puis fournit des tireurs pour l'aider à l'attaquer. À l'intérieur de la villa se trouvaient des documents fournissant des informations inestimables. Des plans des défenses allemandes et italiennes, ainsi que leurs livres de code radio. Plus important encore, il y avait des informations sur les forces navales de l'Axe à travers l'île. Les superpositions de cartes détaillaient les champs de mines marines et révélaient des routes sûres à travers eux. Il est ensuite apparu que le Sicilien qui avait aidé Alfieri était un gangster redevable à Lucky Luciano de sa vie. Il avait assassiné un policier de New York. Luciano l'avait sauvé de la chaise électrique en organisant son évasion vers la Sicile. En l'espace de 2 semaines, l'armée américaine avait complètement sécurisé la partie ouest de l'île. Les rapports officiels attribuaient cela à l'efficacité des troupes américaines. Luciano lui-même prétendait avec sa modestie caractéristique qu'il avait gagné la guerre. Nous ne saurons peut-être jamais dans quelle mesure la mafia a été influente dans la libération alliée de la Sicile, mais nous savons que la coopération de la mafia n'aurait pas été gratuite. La guerre avait laissé la Sicile dans un état de chaos qui était maintenant la responsabilité de l'armée américaine. Les villes et la campagne étaient remplies de réfugiés démunis. Pour ramener le pays sous contrôle, les officiels américains n'avaient guère d'autre choix que de remplacer les maires fascistes par des chefs de la mafia. Sous prétexte d'être des victimes du fascisme, les membres de la mafia, emprisonnés sous Mussolini, furent libérés des prisons italiennes. À travers la crise, la mafia allait reprendre le contrôle. C'était le début de leur retour à la domination en Sicile. Il y a ceux qui doutent de l'affirmation de Luciano, selon laquelle il a gagné la guerre. Et ils auraient raison. Après tout, Luciano était un homme reconnu coupable de parjure. Mais l'histoire de comment le gouvernement américain a conclu un accord avec Lucky Luciano et ses associés criminels a été jugée digne d'enquête en 1954. Cela a conduit à la rédaction du rapport officiel Erlands, lequel souligne clairement que l'incendie du Normandie a joué un rôle clé dans la stratégie navale interne des États-Unis,
Bien qu'il s'arrête de lier directement cela à la mafia, le rapport affirme également clairement que le renseignement naval américain n'avait aucun doute sur la moralité de traiter avec des criminels connus. Après tout, l'Amérique se battait pour sa survie. La documentation officielle à peine fait allusion à un accord conclu avec Luciano. Mais les événements qui ont suivi la guerre parlent d'eux-mêmes. En 1946, le proxénète condamné, racketteur et meurtrier Lucky Luciano a été libéré de prison. Il n'avait purgé que 10 ans de sa peine de 50 ans. La seule condition de sa liberté était qu'il quitte les États-Unis. Ainsi, le 9 février 1946, Luciano embarqua sur un navire à New York. Bientôt, Lucky Luciano était de retour en affaires. Avec la Sicile maintenant sous contrôle de la mafia, il renforça considérablement ses liens criminels à travers l'Atlantique et étendit l'influence de la mafia de New York. En 1962, à l'âge de 64 ans, Luciano est décédé, libre et légende criminelle. Ce renversement remarquable du destin semble suffisamment prouver que Luciano avait véritablement contribué à l'effort de guerre américain. En aidant le gouvernement américain, Luciano avait relancé la fortune de la mafia. La voie était tracée pour leur domination du crime organisé dans le monde entier. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.